28.5 degrees, 310 nautical miles. Madame la Présidente de l'Assemblée fédérale, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des États et du Conseil national, Messieurs les présidents et vice-présidents du Conseil des écoles polytechniques fédérales, Messieurs les anciens présidents de l'EPFL, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités cantonales et communales du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des associations économiques et professionnelles, chers collègues enseignants, chers amis de l'EPFL et vous toutes et tous, nos frères diplômés. Je vous souhaite la cordiale bienvenue à l'EPFL en cette journée dite magistrale, la si bien nommée puisque nous y consacrons le talent sous ses multiples facettes, le talent de 3 personnalités qui se sont pleinement engagées au nom du progrès scientifique, du rayonnement de la culture et de la sauvegarde de notre planète. Le talent des meilleurs enseignants, salués par leurs étudiants actuels et certains de leurs anciens élèves devenus de dynamiques alumni. Le talent de 450 nouveaux diplômés EPFL qui sortent en ce jour de 5 années d'immersion dans le monde universitaire. Chers diplômés, c'est à vous que reviennent les premiers honneurs de cette journée. Avec vous s'écrit en direct une nouvelle page de l'histoire des universités européennes, puisque c'est un master qui vous est délivré aujourd'hui selon les termes de la déclaration de Bologne. Cette entrée dans une authentique Europe des études a exigé l'engagement de tous les enseignants que je tiens à remercier chaleureusement. Car cette réforme tient du parcours initiatique et même un peu de la révolution culturelle. Vous voici donc armés, chers diplômés, pour aller conquérir le monde et faire de votre vie une grande aventure, avec la seule belle arme qui soit, la connaissance, pour les seules conquêtes qui vaillent, le progrès de l'humanité et l'accomplissement de vos rêves. La bataille que vous ferez vôtre sera celle de l'émulation. Cette émulation dont les frontières s'étirent du meilleur de l'Amérique au plus vif de l'Asie. Maintenant que le monde est à vous, chers diplômés, l'EPFL vous souhaite bon vent et bonne route. De ceux et celles qui partent, mes pensées reviennent vers ceux qui arrivent. Nos nouveaux étudiants étaient plus nombreux en 2004, soit 34% de plus qu'il y a 10 ans, nous disent les statistiques. 1400 doctorants, leur nombre a plus que doublé en une décennie, contribuent avec toute leur vigueur au bouillonnement scientifique et intellectuel de notre école. Ces heureux chiffres vont en rejoindre d'autres qui placent l'EPFL dans les 10 meilleures hautes écoles européennes et dans les 50 meilleures universités du monde, si l'on en croit une récente évaluation publiée dans le Times Higher Education. Réjouissons-nous de ces nouvelles stimulantes qui nous engagent à faire toujours mieux, à aller toujours plus loin, moins pour dépasser les autres que pour nous dépasser nous-mêmes. Cependant, sur le plan national, il y a une ombre au tableau. Formation et recherche, l'ensemble de l'échiquier politique s'attache à le répéter, appartiennent aux missions prioritaires de l'État. Mais hélas, un gouffre inquiétant sépare les déclarations d'intention de la réalité des faits.
Sur ce point, la valse des chiffres est éloquente. En 2002, on nous annonçait un accroissement de 6,5% des moyens destinés à la formation, à la recherche et à la technologie pour compenser une longue décennie de vaches maigres. Mais les deux programmes d'allègement budgétaire des années 2003 et 2004 feront subir deux sévères régimes successifs au soutien qu'on nous avait promis. L'accroissement des ressources destinées au domaine des écoles polytechniques fédérales atteindrait donc, selon les dernières discussions des commissions parlementaires, plus 0,5% pour les années 2006-2007, ce qui représente en fait une diminution de 2% si l'on veut bien prendre en compte l'inflation. Face à un tel désengagement, il n'y a vraiment plus de quoi pavoiser. Ceci sans parler des réductions drastiques qui plombent l'horizon 2008 du Fonds national de la recherche scientifique. Mesdames et messieurs, chers amis de l'EPFL, au milieu du XIXe siècle, audace politique et engagement scientifique ont donné naissance à l'École polytechnique fédérale de Zurich, qui fête actuellement son 150e anniversaire, et à l'École spéciale de Lausanne, ancêtre de notre institution. Aujourd'hui, ces deux fleurons helvétiques de l'éducation supérieure ne se contentent plus de former des scientifiques, des ingénieurs et des architectes capables de répondre aux attentes de la société. Ils ont aussi un impact croissant sur l'économie. En termes de valorisation, les résultats parlent d'eux-mêmes. 110 jeunes entreprises ont éclos sur le terrain fertile de l'EPFZ entre 1994 et 2003, tandis qu'émanait de l'EPFL dans le même temps une centaine de start-up. Ces jeunes pousses représentent à elles seules plusieurs centaines de millions de francs de chiffre d'affaires. Mais l'impact économique global des deux EPF est encore bien plus significatif lorsque sont prises en compte les nombreuses et fructueuses collaborations avec l'industrie. Malheureusement, ces succès remportés année après année par des institutions académiques qui forgent des esprits innovants et entrepreneurs ne sont pas reconnus à leur juste valeur par certains milieux politiques. Comme si l'audace de créer l'encouragement à de vrais et durables projets de prospérité ne faisait tout simplement plus partie ni de leur programme d'action, ni de leur vision. Pendant ce temps, l'histoire avance et la Suisse ne peut plus ergoter. Elle a besoin d'un grand geste politique, courageux et déterminant pour devenir le pays de l'éducation. On ne passera pas d'une société industrielle classique à une société de la connaissance avec des budgets en peau de chagrin. La Suisse, riche de sa matière grise, ne peut pas s'offrir le luxe de perdre sa place au rang des nations les plus éclairées, qui, aux quatre coins du monde, ont mis le cap, toute voile dehors, sur la formation et la recherche. En figure de proue qu'elles n'ont cessé d'être depuis leur création, les deux EPF progressent dans l'élaboration de certains projets urbains dédiés à la jeunesse qui les habite. Science City à Zurich et le Learning Center à Lausanne. Chacun à leur manière sont les portails ouverts sur deux authentiques cités universitaires qui relègueront définitivement leur tour d'ivoire aux oubliettes du passé. En construisant des logements pour étudiants, en imaginant des lieux de vie qui ne s'arrêtent pas à la lisière du jour et des études, on fera surgir au bord du Léman un vrai campus digne de ce nom. Le Learning Center sera l'emblème de cette vie nouvelle, dédié à l'acquisition des connaissances, en intégrant les technologies d'apprentissage les plus pointues. Il créera les conditions qui favoriseront davantage d'échanges scientifiques, culturels et sociaux. Il sera aussi pour nous une plateforme idéale de rencontre avec la cité. Ce rêve, aujourd'hui, a trouvé sa forme. Une forme ondoyante, sous le vent, imaginée par des architectes qui nous viennent tout droit du soleil levant.
Madame Kazujo Seijima et son partenaire Ryu Nishizawa de l'agence Sana à Tokyo, voilure vibrante le jour, lanterne magique la nuit, le Learning Center possède ses qualités singulières qui, avec sobriété et subtilité, transcendent les exigences de la fonctionnalité pour toucher à l'esprit et à l'âme qui font le ciment d'une communauté et l'art du vivre ensemble. Signe des temps, c'est grâce à des appuis complémentaires aux moyens fédéraux que ce rêve deviendra réalité. Parmi les soutiens que nous avons reçus du secteur privé, je salue le geste précurseur que Rolex a accompli à l'intention de l'EPFL en faisant acte de grand mécène. Pour compenser les tergiversations d'une politique frileuse et préserver ainsi les conditions d'une formation et d'une recherche qui n'ont d'autre choix que l'excellence, nous devrons sans doute recourir de plus en plus souvent à cette source volontaire de financement qu'est le mécénat. C'est pourquoi je remercie d'ores et déjà nos alumni de l'intérêt qu'ils témoigneront concrètement à notre institution lors d'une prochaine campagne de levée de fonds. Mais je profite aussi de cette tribune pour appeler les élus politiques à davantage d'engagement et de conviction à nos côtés. Les hautes écoles ont besoin d'une vision plus large, d'un souffle plus fort, car ce que nous défendons, ce ne sont pas des stratégies à court terme, c'est un idéal et une pérennité. Il faut une science politique nouvelle à un monde nouveau, avait dit Alexis de Tocqueville, de retour d'Amérique en 1835. Or, ce monde nouveau recommence ici et maintenant, chaque fois que nous bâtissons ensemble un avenir aux jeunes de ce pays, aux jeunes qui feront l'avenir de ce pays. De ce monde nouveau auquel l'EPFL veut contribuer sans relâche et dans lequel elle se reconnaît si bien, personne ne peut faire l'économie. Citoyens et politiciens, tous autant que nous sommes de ce monde nouveau, nous en serons tous responsables. Je vous remercie de votre attention. Merci à Patrick Ebicher. Madame Monsieux, bonjour, bienvenue donc à cette magistrale 2005. C'est toujours une aventure. La magistrale, oui, c'est une aventure. C'est une aventure d'abord parce que nous sommes un nombre record. C'est la 5e fois que nous faisons cette magistrale. Nous sommes plus de 3000 aujourd'hui. Nous avons aussi un record du nombre de diplômés, enfin de masterisés, devrions-nous dire maintenant, puisqu'il dépasse les 500. Et ça, c'est une nouvelle extraordinaire pour l'EPFL, mais aussi pour toute la Suisse. Comme nous sommes ici en famille, une très grande famille, nous aimons aussi prendre des risques à cette occasion. Et ce n'est pas seulement quelques risques, que ce soit, enfin plutôt ce matin, il fait nuit, mais nous allons prendre vraiment beaucoup de risques. Vous avez entendu parler d'une pièce, peut-être dans les journaux, d'une pièce pour 3 robots et 2 comédiens. C'est une aventure qui a été initiée par un metteur en scène, Christian Nieser, qui est venu voir l'EPFL parce qu'il avait besoin de robotique très novatrice, qui était voir aussi l'ECAL, l'École cantonale d'art de Lausanne, pour la partie du design de ces machines. Il était voir ensuite l'automatier de Sainte-Croix, François Junot, le garant de cette tradition de ces merveilleux automates du 19e siècle. Il a essayé de rassembler tout ce monde pour monter ce spectacle qui aura lieu pour la première fois dans le cadre du festival Sciences et Cité, les 21 et 22 mai à Yverdon, puis les 24 et 25 mai à Lausanne, avant de partir pour une tournée internationale. Alors ici, on a discuté avec Christian Nieser et on a décidé de vous présenter en avant, je devrais dire en avant-première, pour la première fois sur scène, les 3 robots et les 2 comédiens. Alors c'était quelque chose quand même d'assez difficile. Figurez-vous que le dernier robot était livré ici sous la tente hier soir à 10h. Les autres robots, j'ai vu qu'ils étaient encore avec le fer à souder hier à midi dessus. Alors soyez un peu indulgents pour les comédiens, mais surtout pour les machines. C'est une grande première que vous allez voir aujourd'hui ensemble. Voici déjà le robot serviteur.
Les voyages extraordinaires avec Brad Worsham. Alors on m'a dit que Brad Worsham, pour finir ce sketch, a dormi la nuit ici sous la tente sur un chauffage. Il fallait arriver à tout mettre au point. Voilà, maintenant nous allons passer à un des grands moments de cette magistrale avec la remise des grades de docteur honoris causa 2005. Pour cela, pendant que le ménage se poursuit, la prochaine fois nous aurons un robot ménager. Ce sera le 4e. Voilà, je vais appeler le président de l'EPFL, Patrick Ebichère, et je prie aussi notre premier docteur honoris causa 2005, le professeur Alexandre Chorin, qui sera présenté par le doyen de la faculté des sciences de base, le professeur Thomas Rizzo, de venir sur scène. Ladies and gentlemen, I have the great pleasure of introducing the first of our 3 laureates for the title of Doctor Honoris Causa, Professor Alexandre Chorin. Professor Chorin is an extraordinary mathematician who has helped shape the discipline of computational applied mathematics. His use of sophisticated mathematical analysis, together with advanced computers to tackle difficult real-world problems, is a model of what we aspire to do here at the APFL. He's an example of what we would like our diploma students, our graduates of today to be. Perhaps then it is no surprise that he in fact is one of our own students. Born in Poland, Alexander Chorin grew up in Israel and in Switzerland. He received his diploma in physics at the École Polytechnique of Lausanne in 1961. He then moved to New York to study at the prestigious Courant Institute, where he received his PhD in 1966. He was appointed assistant professor at Courant in 1969 and associate professor in 1971. In 1972, he accepted a faculty position at the University of California at Berkeley, where he has been full professor since 1974. He also has an appointment at the Lawrence Berkeley Laboratory, where he has served both as the director of the Center of Pure and Applied Mathematics and the head of the mathematics department. For more than 30 years, Professor Chorin has worked to develop computational methods for solving problems in fluid mechanics, with the hope that they will lead to an understanding of the most difficult problem in applied mathematics, the problem of turbulence. The mathematics and physics students among us today might understand turbulence as what happens when the inertial forces applied to a fluid greatly exceed the viscous forces. For the rest of us, we can just turn on the water faucet and notice the difference in water flow when the flow is moving very slowly or when we turn it on full force. Turbulence affects how much fuel airplanes use, how quickly cigarette smoke makes it to the non-smoking part of the restaurant, and how a Lingy should be designed to win the America's Cup. Professor Chorin has spent much of his distinguished career developing techniques that can solve the complexities of turbulent flow. One of his most successful techniques is the random vortex method, which provides impressionistic pictures of natural processes that approximate their physical behavior. He has been quoted as saying, sometimes a Monet can capture the physics of nature more accurately than a photograph. His computational methods and computer software have found many applications, modeling airflow over airplane wings, water flow in oceans and lakes, flow in turbines and engines, and blood flow in the heart. Professor Chorin has been honored by a number of prestigious awards, among which is his election to the National Academy of Sciences in 1991 and the Norbert Wiener Prize in 2000, one of the highest distinctions given in applied mathematics. Professor Chorin has clearly made it to the top of the world of mathematics, and as one of our own, we could not be any prouder of his accomplishments. It is thus with our greatest pleasure that we accord him today the title of Doctor Honoris Causa.
Et le laudatio dit Doctor Honoris Causa à Monsieur le professeur Alexandre Chorat pour ses contributions fondamentales et hautement originales à la mécanique des fluides, la mécanique statistique, la turbulence et la combustion, dans toute l'étendue allant des aspects théoriques des algorithmes numériques jusqu'aux applications pratiques en ingénierie. Monsieur le Président, Monsieur le Professeur, chers amis, revenir à Lausanne, 50 ans après avoir commencé mes études ici, les études d'ingénieur ici, est une source d'émotions profondes. D'abord, émotion personnelle. Je dois faire face à la personne très différente que j'étais il y a 50 ans, et faire le bilan de 50 ans d'aléas et de succès, couvrant toute une vie d'adulte. Mais aussi le moment de réfléchir à l'excellente éducation que j'ai reçue ici il y a 50 ans. J'ai appris ici à regarder les problèmes de l'ingénieur avec attention et avec des outils mathématiques, et c'est ce que je fais toute ma vie. Et aussi, j'ai reçu les fondements, une excellente éducation mathématique qui a été le fondement de toute une vie consacrée à ce qu'il y a au monde de plus beau, ce qu'est les mathématiques. Je suis particulièrement reconnaissant au professeur Blanc et au professeur Durham, qui m'ont donné les connaissances de base, l'impulsion, les conseils, qui m'ont donné la possibilité de continuer mes études aux États-Unis. Et je le suis profondément reconnaissant. Je suis très désolé que M. Durham ne soit plus parmi nous. Mais par contre, j'ai le grand plaisir de voir l'essor que l'École polytechnique a pris de mon temps. L'unique bâtiment mal agencé de l'avenue de Cours est devenu ce magnifique campus. Les facultés se sont multipliées. La réputation de l'école s'est agrandie et répandue dans le monde, ce qui fait que de nouvelles générations de jeunes gens pourront venir ici et profiter de ces magnifiques traditions d'excellence dans les sciences et dans l'ingénierie. Pour moi, c'est une très très belle journée et je suis profondément reconnaissant. Voilà, nous allons passer maintenant à notre second Docteur Honoris Causa 2005. J'ai le grand plaisir d'appeler ici Monsieur Klaus Töpfer, directeur du programme des Nations Unies pour l'environnement, et il est présenté par le doyen de la faculté ENAC, Environnement naturel, architectural et construit, le professeur Laurent Vuillet. Vous pouvez venir au centre de la scène, il ne pleuvra plus. Mesdames et messieurs, nous sommes très fiers d'accueillir en ce moment l'un des acteurs majeurs des politiques environnementales au plan mondial, monsieur le docteur Klaus Töpfer. En effet, depuis 1998, monsieur Töpfer est sous-secrétaire général des Nations Unies et en particulier directeur exécutif du programme des Nations Unies pour l'environnement. À ce titre, il développe un nombre impressionnant d'initiatives en faveur de l'environnement, que ce soit en matière de politique environnementale, de stratégie politique, de coordination des nombreuses conventions environnementales, des activités de développement également et de transfert de technologies. Dans ces activités, il adresse une quantité de points centraux pour l'avenir de notre humanité, que ce soit des questions de relations environnement, santé, environnement et sport, environnement et guerre, environnement et développement, les protocoles de Kyoto, les ressources naturelles, toute une série d'éléments qui pour nous sont extrêmement importantes et que nous chérissons dans le développement de nos activités ici à l'EPFL. Il présente en fait l'exemple même pour nous de l'engagement citoyen que nous espérons voir développer par nos étudiants, par nos diplômés dans l'avenir.
En effet, il a une stratégie, une trajectoire intéressante qui va de l'académie jusqu'au développement politique. Une maîtrise en économie, tout d'abord, suivie d'un doctorat en philosophie, puis professeur aux universités de Münster, puis Hanovre. Très rapidement, il s'est orienté vers des activités politiques, tout d'abord à l'échelon régional en Allemagne, et très vite au niveau fédéral. Le docteur Klaus Töpfer, en effet, a été ministre au sein du gouvernement d'Helmut Kohl pendant 12 ans. Tout d'abord ministre de l'Environnement, puis ministre du Développement régional, de la Construction. À ce titre, d'ailleurs, il a été l'artisan, le grand coordinateur du transfert du gouvernement et du Parlement allemand de Bonn à Berlin de 1994 à 1998. Klaus Töpfer est considéré par beaucoup comme étant celui qui a développé la réflexion environnementale en Allemagne. Il a toute une série de réalisations pratiques et concrètes à son actif, tant sur le plan législatif, une loi sur le cycle de vie de l'économie par exemple, ou du point de vue très pratique de questions de recyclage, d'emballage par exemple, le fameux point vert, Green Dot, qu'il a lancé lui-même en Allemagne. Il a été un des artisans majeurs de la réunion de Rio. Il a également contribué à la création du Fonds mondial pour l'environnement et bien sûr, nombreux titres honorifiques à son égard. Monsieur Klaus Töpfer poursuit un objectif également qui nous est cher, c'est-à-dire l'importance de l'environnement, non seulement pour le développement, qui nous est bien sûr très important, mais également pour la création de richesses, de savoir et la création d'emplois avec le développement de nouvelles technologies. C'est finalement également l'importance de l'environnement comme un outil pour la promotion de la paix au niveau mondial. L'EPFL est très honoré et très fier de lui attribuer le titre de docteur honoris causa. Effectivement, l'EPFL est très fier d'octroyer le titre de docteur honoris causa à monsieur le professeur Klaus Töpfer en l'hommage à l'homme de conviction et de responsabilité dont les actions pour la protection de l'environnement et le développement durable ont une portée mondiale et plus particulièrement pour son engagement à transcrire en actes politiques les connaissances scientifiques dans ces domaines. Bravo. Monsieur Töpfer aura l'occasion de délivrer sa vision en fin de cérémonie, donc un peu de patience. Merci. Voilà, nous passons à notre troisième docteur honoris causa. J'ai le grand plaisir d'appeler ici sur le podium Madame Odile Jacob, qui sera présentée par le doyen de la faculté des sciences de la vie, le professeur Didier Tronneau. Mesdames et messieurs, c'est un immense honneur et privilège que de vous présenter Odile Jacob, fondatrice et directrice de la maison d'édition du même nom, à qui nous offrons ce titre de docteur honoris causa. Étant un spécialiste des sciences de la vie, les sciences de la vie étant inexactes, étant par ailleurs un homme profondément touché par la poésie des films de Charlie Chaplin et étant inspiré par ce chapiteau, pensons aussi que Les Temps modernes est un film tout à fait à propos dans cet amphithéâtre et dans cette école. Je vais commencer par une petite manœuvre évocatrice et lancer mes notes comme Charlie Chaplin le fait au début d'une de ses présentations dans le film du même nom. Ceux d'entre nous qui, il y a quelques années, sont descendus dans la rue, inquiets de voir la population suisse se prononcer potentiellement en défaveur du génie génétique et de toutes les promesses qu'il était censé lui offrir, ont réalisé de manière heureusement ultimement non cruelle à quel point la dissémination du savoir scientifique, le partage de la passion qui anime ceux qui sont à la recherche de ce savoir et le positionnement de l'acquisition de ce savoir dans le propre contexte politique, voire philosophique, est importante à la dite démarche scientifique.
Cette démarche, en fait, nécessite des luminaires, des visionnaires qui ont compris cette réalité, cette nécessité de toucher le plus grand nombre et qui ont mis au service de cette entreprise leur passion, mais aussi leur prouesse, leurs dons. Et peu de personnes, plus Odile Jacob, ont été capables de le faire avec autant de réussite. Qui est Odile Jacob? Elle me permettra cette familiarité, mais Odile Jacob, au début, c'est une petite douée. Elle fait tout très vite, elle a son bac à 15 ans, elle fait des études de philosophie, de linguistique, elle part à Harvard. À 20 ans, elle a un doctorat en sémantique à l'université du même nom. Elle a le vent en poupe. Elle fait de la recherche dans le domaine de la psychologie cognitive. À ce moment-là, c'est un domaine qui est un petit peu un jardin zen où il y a juste quelques pierres. Elle contribue à l'animer par sa recherche. Les plus grands mentors qui l'entourent à Harvard l'encouragent à poursuivre dans cette direction. Elle est bientôt appelée à servir à l'université de Rockefeller à New York, où elle continue avec brio à se poser des questions comme qu'est-ce qui différencie la manière dont le bébé apprend de celle dont le chimpanzé, par exemple, imite ce que l'on lui propose de faire. Elle essaye même, dans un effort probablement plus utopiste, de comprendre quelle est l'importance de l'affectif sur ces modalités d'acquisition du savoir. Et puis, soudainement, pour des raisons familiales, elle doit rentrer en France, et en France trouve un paysage scientifique qui ne se prête pas à la poursuite de sa recherche. Alors beaucoup se seraient arrêtés, auraient déprimé, se seraient fonctionnalisés, si je puis dire, mais elle prend du recul et réfléchit à, en somme, quelle est la meilleure façon de faire quelque chose, faire ce que je veux de ma vie, tout en accomplissant une œuvre qui aura un impact majeur dans cette société que je retrouve, dans le contexte de la démarche scientifique. Elle décide de se lancer dans l'édition scientifique. Et en fait, à ce moment-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va chercher des scientifiques dans le laboratoire, des luminaires de la science, des gens extrêmement célèbres, dont je vous passerai les noms, mais dont les aficionados savent à quel point ils avaient des accomplissements éminents. Elle va leur dire, il faut écrire des livres, mais des livres qui parlent au public, qui leur expliquent ce que vous faites et qui font partager au public cette passion, qui leur font comprendre le pourquoi de votre démarche, qui le font adhérer à cette démarche. Elle l'a fait avec un succès gigantesque. Elle publie à l'heure actuelle une centaine ou 200 de livres par an. Certains de ses ouvrages, qui au départ paraissent assez austères, en tout cas de par leur titre, sont lus par 200, 250 000, sont vendus à 200, 250 000 exemplaires. Elle édite aussi les œuvres d'hommes politiques, présidents des États-Unis, Mikhail Gorbatchev, Clinton, Bush, Shimon Peres et autres. Le politique s'inscrivant aussi dans la démarche scientifique, et les deux devant dialoguer constamment. Le scientifique ne doit certainement pas être sur une tour d'ivoire ou dans une tour d'ivoire. Le scientifique, il doit réaliser qu'il escalade en fait une flèche de verre. Le verre, c'est un matériau noble. Cette flèche peut l'emmener vers les sommets les plus audacieux. C'est un matériau qui est dur, mais c'est un édifice qui est néanmoins fragile. Et paradoxalement, sa fragilité, il la perd, sa solidité, il l'acquiert de par sa transparence. Et c'est cette transparence que l'œuvre d'Odile Jacob permet d'acquérir à la démarche scientifique. Et pour tout ça, madame, nous vous sommes infiniment reconnaissants, nous vous sommes très admiratifs, et nous sommes extrêmement heureux que vous ayez d'accepter le titre de docteur honoris causa de l'EPFL. L'EPFL est effectivement très honoré de vous octroyer le titre de docteur honoris causa à Madame Odile Jacob en reconnaissance de sa croisade dans le domaine de l'édition pour permettre au plus grand nombre d'accéder aux découvertes scientifiques et de s'interroger sur les débats de la société qui en émanent.
Bonjour. Mesdames et messieurs, tout d'abord, merci à Monsieur le Président Ebicher et merci à Monsieur le Professeur Trono. Je suis très émue quand Monsieur le Professeur Trono m'a appelé pour m'annoncer ce titre. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre qu'il s'agissait de moi. À tous et à chacun, je voudrais dire mon émotion, ma fierté et ma gratitude. Mon émotion de me voir ainsi distinguée devant une assistance aussi brillante et aussi nombreuse. Ma fierté, que ce soit ici, à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, cette grande institution d'enseignement et de recherche de la Confédération helvétique qui aujourd'hui m'accueille et me confère ce doctorat honoris causa. Cette distinction me touche d'autant plus, je me permets de vous le dire, que pour moi la Suisse, c'est l'excellence dans le travail, la liberté personnelle, la tolérance religieuse, la démocratie, l'unité dans la diversité, et qu'à bien des égards, la Suisse constitue un modèle pour tous, pour nous tous, un modèle pour l'Europe tout entière. Je voudrais vous dire enfin ma gratitude pour le choix que vous avez fait de ma personne, pour la récompense si prestigieuse que vous me décernez, pour les paroles si aimables que vous avez eu la gentillesse de prononcer à mon égard. Je mesure l'honneur que vous me faites. Je mesure aussi la difficulté qu'il y a à traiter en quelques instants d'un sujet aussi vaste que celui que vous me proposez de traiter aujourd'hui, à savoir comment partager nos innovations, nos résultats scientifiques, nos savoirs, pour qu'ils s'inscrivent dans une perspective humaniste, bénéfique à l'ensemble des peuples. J'ai choisi, si vous me le permettez, de partir de mon métier d'éditeur pour tenter d'éclairer ce sujet. Si je devais résumer et caractériser en quelques mots le métier d'éditeur qui est le mien, je dirais que j'ai essayé de comprendre, de partager et de bâtir. Comprendre. Notre démarche éditoriale part d'abord d'une démarche intellectuelle, peut-être même d'une ambition intellectuelle. C'est la démarche de quelqu'un qui pense que la science moderne, contemporaine, par ses progrès et ses résultats expérimentaux, peut renouveler les grandes questions métaphysiques qui ont nourri la philosophie. Des grandes questions comme d'où venons-nous, qui sommes-nous, qu'est-ce que la vie, où allons-nous, qu'est-ce qui nous fait penser, agir, rêver, souffrir. Ces questions anciennes, éternelles, que nous nous sommes toujours posées et que nous nous posons toujours aujourd'hui, sont universelles. La science moderne les éclaire d'un jour nouveau. Comprendre le fonctionnement du langage et du cerveau, les émotions, les mécanismes de la conscience, comprendre les origines, la genèse du monde, la cosmologie, mais aussi comprendre nos origines, le fil complexe de l'évolution qui nous relie à tous les êtres dans l'ordre du vivant. Comprendre les grands courants intellectuels qui façonnent notre siècle, les grands débats qui nourrissent nos sociétés occidentales, les évolutions démographiques, les grands problèmes stratégiques et géopolitiques de notre temps. Partager.
Cette ambition intellectuelle, celle d'essayer de réunir sous un même toit quelques-uns des meilleurs esprits de notre temps, même s'ils sont en désaccord les uns avec les autres, pour qu'ils nous aident à comprendre. Cette ambition intellectuelle, depuis le début, s'est associée à l'exigence de faire œuvre utile, au sentiment d'urgence, de participer à une sorte de mission d'intérêt général, la volonté de faire partager au plus grand nombre le savoir et la connaissance, et de faire progresser le mouvement des idées. Aujourd'hui, comme hier et demain encore plus qu'aujourd'hui, l'émancipation humaine et intellectuelle, la liberté de choisir et d'agir procèdent et procéderont de l'éducation et de l'accès au savoir. Il nous appartient à nous, éditeurs, et tout spécialement éditeurs de sciences, de faire partager au plus grand nombre l'émerveillement devant les phénomènes de la nature, de stimuler la curiosité, de libérer les esprits, l'appétit profond de chacun présent dans toutes les couches sociales et sur tous les continents pour comprendre, pour apprendre. Il nous appartient à nous, éditeurs, de faire en sorte que la science, l'appréhension rationnelle des phénomènes devienne véritablement partie intégrante de la culture. Je vous disais que j'ai donc essayé de comprendre, de partager et de bâtir. Bâtir. Partie d'un projet intellectuel autour duquel s'est articulé un projet d'entreprise. Mais la création d'une entreprise, et a fortiori d'une entreprise tout entière dédiée à la diffusion de la science, cela relevait un peu d'une sorte de gageure. Combien de bons esprits, de bons amis m'ont-ils mis en garde, ont-ils voulu me dissuader? Tout cela pour vous dire, à chacune et à chacun, que les choses, avant qu'on ne les tente, avant qu'on ne les fasse, relèvent toujours de l'impossible. Il faut y croire et il faut persévérer. Dans ce domaine comme dans les autres, il est nécessaire d'aller contre les idées reçues, les préjugés et les affirmations toutes faites. Créer puis développer une entreprise d'édition qui se veut à la fois sérieuse et totalement indépendante, à une époque où la civilisation de l'écrit semble plus que jamais menacée par le culte de l'image et du son, et dans un univers économique marqué par une concentration toujours croissante. Cela aussi peut relever du paradoxe. Permettez-moi de vous dire aujourd'hui ceci. C'est notre devoir à tous, plus que jamais, d'encourager la lecture, le règne de l'écrit, pour éviter que notre société ne produise que des analphabètes adonnés à la violence, incapables de raisonner. Quelques mots pour conclure. Face à la complexité des défis auxquels notre monde est confronté, face au défi de la pauvreté, voire de la détresse économique d'une grande partie de l'humanité, face au défi de la montée des fondamentalismes, l'éducation et la science, l'éducation à la science et par la science mettront chaque peuple à égalité de chances avec tous les autres. C'est la science et l'éducation qui créeront les conditions du développement économique et qui donneront à chacun et à tous à la fois les moyens de réussir et les conditions de la véritable liberté de l'esprit. Merci. Merci, Madame Odile Jacob. Merci d'être venue nous rejoindre à Paris. Voilà, comme chaque année, la magistrale, c'est aussi l'occasion d'octroyer pas mal de prix, un assez grand nombre de prix, et donc de faire normalement aussi beaucoup d'heureux.
Cette année, nous allons commencer par les étudiants qui vont donner des prix aux professeurs. Comme ça, vous voyez qu'à l'EPFL, on n'est pas seulement jugé de manière hiérarchique. Alors, je vais appeler le président de l'AG Poly, M. Laurent Gillet, accompagné de Nina Werner et de M. Florent Bernard. Et puis, je vais aussi appeler, parce qu'on a une nouveauté cette année, le vice-président pour les affaires académiques, Giorgio Margaritondo, puisque cette vice-présidence a décidé d'octroyer aussi une prime qui va accompagner les prix qui sont remis aujourd'hui. Voilà, Laurent Gillet, je te laisse dévoiler qui sont nos meilleurs enseignants. Bonjour à toutes et à tous. Pour la 3e année consécutive, l'Association générale des étudiants de l'EPFL est heureuse de pouvoir remettre le prix du meilleur enseignant. Cette distinction a pour but de récompenser une personne par faculté pour son investissement dans le domaine de la formation. Les étudiants ont voté et choisi le meilleur professeur, le meilleur enseignant qui a su les marquer. Enfin, les marquer en bien, on est d'accord. À travers ce prix, les étudiants remercient les lauréats d'avoir rendu leur matière attractive et vivante. Cette année, la direction a décidé de s'associer à notre initiative et je vais laisser parler M. Margaritondo, vice-président pour les affaires académiques. Alors, merci beaucoup. La direction de l'EPFL se réjouit de cette belle initiative parce qu'il s'agit d'une manière positive de souligner l'importance de la mission formation, mission prioritaire pour notre école. Alors, cette année, nous avons des surprises. Je laisse les représentants de l'AG Poly annoncer la deuxième. La première est que nous allons au-delà des symboliques. À partir de cette année, l'école va donner à chacun et chacune des lauréats un octroi de 10 000 francs pour leurs activités de formation ou de recherche. C'est notre manière de dire bravo aux enseignants qui ont été choisis par les élèves, mais aussi bravo à l'AG Poly pour cette belle initiative. En tant qu'étudiant, j'ose espérer quand même que la plus belle récompense, c'est pas cette prime de 10 000 francs, mais c'est d'avoir la reconnaissance, chers lauréats, de la reconnaissance de vos étudiants pour votre engagement. Je vais laisser maintenant la parole à deux autres personnes du comité de l'AG Poly, Nina Werner et Florent Bernard, qui vont appeler les lauréats. Alors, le prix du meilleur enseignant pour la faculté informatique et communication est décerné à Emre Telatar. Le prix du meilleur enseignant de la faculté environnement naturel, architectural et construit est attribué à Luca Ortelli. Le prix du meilleur enseignant pour la faculté sciences et techniques de l'ingénieur est attribué à Yves Perriard. Et le prix du meilleur enseignant de la faculté des sciences de base est attribué à Catherine Hess-Belwald. Avant de continuer cette magistrale et que toutes ces personnes rejoignent leur place, l'AG Poly souhaiterait remettre un prix spécial. Un prix d'honneur pour une personne qui a toujours su se montrer disponible et dévouée, aussi bien pour les élèves que pour les associations étudiantes.
Aussi, j'appellerai sur cette scène la doyenne de la formation, l'adjointe à la formation, Madame Nathalie Pichard. Chers lauréats, chers primés, on dit souvent que l'enseignement ne consiste pas à rassasier, encore moins à gaver, mais il consiste à donner faim. Alors ici, l'AG Poly et les étudiants vous remercient de nous avoir ouvert l'appétit. Félicitations encore à tous les lauréats, les enseignants. Voilà, alors les étudiants aiment bien décerner des prix aux professeurs, mais je crois qu'ils aiment aussi en recevoir. Donc nous allons passer un moment très important, la remise des prix aux étudiants, les prix école. Il y a d'autres prix qui seront encore remis lorsque vous toucherez votre diplôme, des prix par section. Vous êtes un certain nombre à recevoir un prix. Alors d'abord, je vais demander à Madame Lou de nous rejoindre sur scène, parce que c'est elle qui a les prix. Personne très importante, c'est elle qui a aussi les chèques. Préservez-la. Et maintenant, je vais m'adresser à tous les étudiants qui sont au côté est de la tente et je vais annoncer le nom des lauréats. Alors, si vous entendez par hasard votre nom, courez ici vers la scène sans vous encoubler, sans toucher une caméra ni quelqu'un du public, mais venez chercher votre prix. On vous attend ici sur scène. Il vous sera décerné par le vice-président pour les affaires académiques. Alors, petit suspense, côté ouest, vont venir chercher un prix. Attention, Monsieur Sven Bachmann, Olivier Siegenthaler, Steve Blanchet, Patrick Minet, Justin Désiré, Néné Ngomsi, Rico Zenklusen et Roland Fleury. Venez nous rejoindre sur scène. Voilà, venez. Voilà, alors avant de commencer, je vais remercier les organisations et les personnes qui nous permettent chaque année d'avoir cette cérémonie de remise des prix. Nous commençons par le prix d'Homère, qui récompense la meilleure moyenne générale du cycle complet des études des sections d'ingénieurs. Et le lauréat de cette année est Sven Bachmann. Le prix de la jeunesse récompense les plus jeunes diplômés. Cette année, c'est M. Olivier Siegenthaler. Le prix Landry récompense un travail scientifique avec des recherches originales, et c'est Steve Blanchet.
Le prix de la commune de Chavannes, près Renan, récompense un étudiant qui, durant ses études, a laissé un souvenir marquant dans sa volée par son comportement et sa personnalité. Et c'est Patrick Minet. Le prix Maillefer récompense un projet de master particulièrement innovant et original, prenant en compte la faisabilité et le réalisme économique. Justin Désiré Gomsi Néné. Le prix de la Société suisse des ingénieurs et architectes, section vaudoise, récompense la meilleure moyenne du 10e cycle, et c'est Rico Zenklusen. Alors, nous avons une petite complication parce qu'on a aussi le prix de la Société suisse des ingénieurs et architectes, section vaudoise toujours, qui récompense l'un des meilleurs résultats au projet master, et c'est toujours Rico Zenklusen. Le prix de l'association des diplômés AQ-BPFL récompense la seconde meilleure moyenne générale du cycle complet des études des sections d'ingénieurs. Le lauréat est Laurent Fleury, malheureusement il s'est excusé. Et en même temps, nous avons également le prix LK Informatique qui récompense la meilleure moyenne du 10e cycle, incluant les projets de master. Et c'est toujours M. Roland Fleury qui s'est excusé. Félicitations. Merci, on vous laisse reprendre vos places. Peut-être encore d'autres prix lors de la remise de votre diplôme. Voilà, on va passer de l'autre côté de la scène. Alors, on fait monter un peu le suspense. Alors, de ce côté-là, vont recevoir des prix ici, sous la tente. Valérie Herzig, Martin Gassner, Mireille Moser, Arata Nakajo, Nils Kwak, Michel Leidy, Bastien Roquier, Fritz Menzer et Cédric Vonech. Venez nous rejoindre sur scène. Alors, les prix de la commune de Chavannes-Près-Renan récompensent un étudiant qui, durant ses études, a laissé un souvenir marquant dans sa volée par son comportement et sa personnalité, et c'est Valérie Herzig. Le prix de l'État des Vaud récompense, dans le cadre du projet de master, une solution originale favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie. Le lauréat est Martin Gassner. Le prix de la Fondation Anaheim récompense un projet de master de haut niveau consacré au rapprochement des sciences de la vie et de l'informatique, bioinformatique et systèmes bio-inspirés. La lauréate est Mireille Moser. Le prix Technologie et Développement Durable, Robert Zanelli, récompense un projet de master apportant une contribution marquante à la technologie dans le domaine du développement durable. Le lauréat est Arata Nakayo.
Le prix Commune de Cublon récompense l'un des meilleurs projets de master en microtechnique, incluant la meilleure moyenne du 10e cycle, M. Niels Kwak. Le prix Grenier récompense un projet de master ou projet de semestre particulièrement original dans son mode de présentation, illustration par des constructions, des documents multimédia, des films, des démonstrations et autres réalisations. Et c'est Michel Lady. Prix Système et Développement Durable, BG Ingénieur Conseil, récompense un projet de master apportant une contribution marquante à la conception des systèmes dans le domaine du développement durable, Bastien Roquier. Prix de la Fondation Anaheim récompense un projet de master de haut niveau consacré au rapprochement des sciences de la vie et de l'informatique, bioinformatique et systèmes bio-inspirés, Fritz Menzer. Le prix Landry récompense un travail scientifique avec recherche originale et le lauréat c'est Cédric Von Esch. Alors, nos félicitations aux lauréats et aux lauréates, mais j'aimerais ajouter un petit mot. À mon avis, tous les diplômés et toutes les diplômés d'aujourd'hui méritent un prix parce qu'ils se sont engagés pendant plusieurs années vers ce bel résultat d'aujourd'hui. Vous avez commencé par les rêves d'entrer à l'EPFL, de vous lancer vers une carrière. Un petit mot personnel, ne cessez jamais de rêver. Comme on disait un savant, continuez à cibler la Lune, parce que même si vous la manquez, vous arrivez sur les étoiles. Voilà, nous arrivons à la dernière série de prix que nous allons attribuer aujourd'hui. Et ces prix, nous allons les attribuer à nos anciens, à ce qu'on appelle aussi nos alumni, pour récompenser des gens qui sont sortis de l'école, et qui ont eu des carrières et qui ont des carrières exceptionnelles, qui sont aussi nos ambassadeurs. Et pour cette partie-là qui nous est très chère, je prie le président de l'ACUB, l'association des anciens élèves de l'EPFL, M. Pierre-André Grandchamp, de nous rejoindre ici sur scène. Et j'appelle aussi le président de l'EPFL, Patrick Ebicher. Et c'est aussi, je crois, à vous, Pierre-André Grandchamp, votre association, qu'on doit le journal qui a été distribué aujourd'hui à l'entrée de la tente. J'espère qu'un certain nombre d'entre vous l'ont vu, avec quelques très belles images et nouvelles images du Learning Center. C'est exact. Mesdames et messieurs, jusqu'à hier, l'école comptait 16 000 diplômés. Aujourd'hui, grâce à vous, mesdames et messieurs les nouveaux diplômés, nous sommes 16 450. Bienvenue au club. C'est le moment maintenant d'appeler les personnes que nous allons honorer. J'appelle M. Marc Châtelard, M. Pierre Douaz et M. Olivier Troncard sur cette scène. Mesdames et messieurs, l'association des diplômés de l'EPFL, l'A3 EPFL, réunit tous les anciens, assure leur cohésion et leur permet de garder le contact entre eux, mais aussi avec l'école, tout au long de leur carrière professionnelle. Elle fournit aussi aux jeunes diplômés
un parrain qui peut les guider dans leurs premiers pas dans la carrière professionnelle, ainsi qu'un site centralisé de recherche d'emploi. Un grand nombre de ces diplômés font une carrière remarquable dans le monde des sciences, des techniques et du management. Beaucoup de ces parcours d'ingénieurs se déroulent dans un cadre international et multiculturel. Nos collègues sont ainsi les ambassadeurs de l'école dans le monde entier, puisqu'il y a des diplômés de l'école dans plus de 80 pays. Ils sont aussi notre fierté, notre grande fierté. C'est la raison pour laquelle, il y a 2 ans, lors du 150e anniversaire de l'école, la présidence de l'école et l'A3EPFL, l'association des diplômés, a décidé d'honorer chaque année 3 de nos diplômés particulièrement méritants en leur remettant l'Alumni Award. Le premier pour aujourd'hui, par ordre alphabétique, sera remis à M. Marc Châtelard, génie mécanique 1973, qui a fait une carrière remarquable, principalement dans les trains à grande vitesse. Il a été tout d'abord chef de projet des infrastructures du tunnel sous la Manche, puis directeur général d'Alstom en Corée, puis pour la région Asie-Pacifique. Le TGV coréen, c'est lui. Son Alumni Award comporte la citation à Marc Châtelard pour sa contribution essentielle au développement des trains à grande vitesse dans la région Asie-Pacifique. Peut-être juste une question, Monsieur Châtelard. Je profite. Vous m'avez dit hier soir, je suis revenu sur le campus de l'EPFL et j'avais fait mes études. L'avenue de Cours, c'est la première fois que je vois ce campus. Alors, vos impressions? C'est un campus magnifique. Quelqu'un a dit effectivement qu'on était un peu à l'étroit à l'avenue de Cours. C'est vrai, on faisait même nos études et nos derniers projets dans des appartements un peu partout dans la ville de Lausanne. Je constate que les choses ont considérablement évolué. C'est merveilleux. Merci. Alors, le deuxième lauréat a aussi connu l'avenue de Cours. Ce n'est pas le cas du troisième. Le deuxième lauréat est M. Pierre Douaz, électricité 1965. La carrière de M. Douaz a démarré chez Esso à Madagascar, puis s'est poursuivie chez Ciba-Geigy, puis Novartis à Hong Kong, en Belgique, en France et en Suisse, où M. Douaz a été directeur général de la division pharmaceutique de Novartis. Il est actuellement administrateur de sociétés pharmaceutiques renommées. C'est la raison pour laquelle nous lui distribuons son Alumni Award avec les mots « à Pierre Douaz pour sa remarquable carrière internationale et pour sa contribution déterminante au succès de plusieurs entreprises du domaine pharmaceutique ». Alors Pierre, je sais que vous êtes passablement engagé pour les anciens. Pour vous, le rôle d'un ancien, finalement, par rapport à une école? Je crois que le premier rôle d'un ancien, c'est de faire comprendre à notre environnement que l'école forme des gens très compétents. Et je dois dire, j'ai essayé de faire ça pendant toute ma carrière. Le deuxième rôle, évidemment, c'est d'être ambassadeur et de représenter l'école à chaque fois qu'on le peut. Mais je crois que l'école forme des gens, non seulement avec un savoir qui évolue, parce que quand j'ai quitté l'école, une petite bête nouvelle qui apparaissait, c'était le transistor. Évidemment, je suis un vieux dinosaure de la formation. Ce que je voudrais dire, c'est que ce qu'on nous a appris à travailler, à prendre les problèmes, la façon d'aborder de nouveaux problèmes, à mon avis, c'est formidable. Et je vois que le campus, comme disait mon prédécesseur, se développe de manière tout à fait satisfaisante, grâce à tous les directeurs et aussi à vous, Monsieur le Président. Merci Pierre. Notre troisième lauréat est M. Olivier Trancard, électricité 1983. M. Trancard s'est illustré
en tant qu'entrepreneur international dans le domaine des technologies de l'information. Longtemps chez Hewlett-Packard, il a créé et dirigé des entreprises en Afrique, Europe de l'Est, États-Unis d'Amérique et en Asie. Il est actuellement directeur général de iFlex Solutions à Bangalore, aux Indes. Félicitations. Alors vous incarnez la mobilité disciplinaire, géographique. C'est un conseil qu'on doit donner à tous les étudiants ? Oui, écoutez, moi, ce que je conseillerais aux étudiants qui sortent, je pense que j'ai vécu une vie absolument extraordinaire en partant du côté des États-Unis et du côté de l'Asie. Je crois que ce qui est fantastique dans cette école, c'est effectivement son multiculturalisme. Je pense que vous avez un atout essentiel là-dedans. Allez regarder ce qui se passe un peu en Asie, c'est extraordinaire en ce moment. Voilà. Merci beaucoup. Félicitations encore à nos Alumni Awards. Le moment tant attendu est arrivé. L'EPFL a pris l'habitude de mettre chaque année en exergue un thème particulier pour sa magistrale. Cette année, nous avons souhaité évoquer le thème du développement durable, un thème porté par la faculté ENAC, la faculté d'environnement naturel, architectural et construit. Qui mieux que le docteur Klaus Töpfer, notre nouveau docteur honoris causa, pour illustrer la problématique du développement durable. Le docteur Töpfer, de par sa position comme Under-Secretary des Nations Unies et Executive Director d'UNEP, the United Nations Environment Programme, est au cœur des décisions des nations pour préserver notre chère planète. I am therefore thrilled and honored to invite Dr. Töpfer to address this audience. Monsieur le Président, Madame la Présidente de l'Assemblée fédérale, Excellences, Mesdames, Messieurs, malheureusement, ma capacité de parler en français est limitée. Nous sommes localisés à Nairobi, en Afrique, malheureusement en Afrique anglophone. Et c'est pourquoi nous n'avons pas de chance de parler en français, le vocabulaire est limité. Et c'est pourquoi j'ai adressé vous en anglais. C'est un désastre, mais il est nécessaire. But first and foremost, I want to thank you very much. I'm honored with this Dr. Honoris Causa from this outstanding university. Congratulations to all those who contributed to this ranking we were informed about in the very beginning. Congratulations to all those who are going on in the future to develop this profile. Congratulations as well to all those who are the new masters in this EPFL. Congratulations and all my best wishes for a good development in a globalized world. And, Monsieur le Président, so I am the father of 3 children. I also want to congratulate the parents. I believe the parents are as important to celebrate today as the masters. Congratulations to all. And without any doubt, I'm honored to be awarded
together with those excellent, outstanding professor and scientist as Professor Corinne, and with such an outstanding person like Odile Jacob. Merci beaucoup d'être à votre assemblée. Merci beaucoup. All these new masters are going a very fascinating world, really a globalized world. And if you see what are the framework conditions of those world, you see that on the one side a fascinating development with regard to population. At the beginning of last century, this world had some 1.5 billion people. At the end, it was next to 6 billion. And we know that the increase of the population will go on. It will be a decrease of the increase rate, but we will have an increase of the population in the future as well. But if we look a little bit more on the detail of those figures, you see very important differentiations. You see the development of population in the developing world and the stabilization, even a decrease in the developed world. And we see a huge tendency for aging population in the developed world. Some are even naming this the Methuselah complot. And if you go a little bit more in the detail, you'll see that this population is more and more an urban population. We have already now in Latin America and the Caribbean up to 75% of the population living in urban conditions, in conurbations. And the continent with the highest increase of urban population is Africa. So the future of our world, the way whether we can go in a sustainable development is for sure linked with the question, how can we handle cities? How can we handle conurbations? What is the consequence of the built environment for the natural environment? And without any doubt, the urban environment, this built environment, is one of the most extraordinary contributions that mankind has made to this planet. Cities are the engines of commerce and trade, mainly due to their urbanization and localization economies. To bring it together is stimulating new engines. Cities are mainly responsible for the economic development process. The city of Bangkok is for more than 50% responsible for the GNP of Thailand. If you go to Indonesia, a country with more than 200 million inhabitants, the economic power is in Jakarta. And we know that cities are not only economic engines, they are center of culture, they are center of diversity and identity. And we have to do our utmost to underline again and again this need of cooperation, of integration, of diversity and identity in this globalized world. I'm very sure that in cities, we have to prove again and again that tolerance and dialogue is a basis for a peaceful world in the future. We have to be also diverse in offering our cities and the cities in the world for different ethnic groups, for different religious groups. We have to learn there to live together, otherwise we will fail with the development of a peaceful world on this planet. And tolerance is always based on the understanding of its own values, therefore identity and diversity. Needless to say, in cities,
on the other side, we have the concentration of the dilemma. It is without any doubt that in cities we have the heavens of misery, we have fear, we have crime, and we have human degradation. As an indicator, you can see the situation of slums. So I mentioned in the beginning that United Nations Environment Programme is headquartered in Nairobi in Kenya. And I can inform you, when I was asked, a long time ago, already 7 years ago, by Kofi Annan, whether I would be available to chair and to be responsible for this institution. And I accepted. Lots of friends at home in Germany came and say, wonderful to be responsible for the global environment. But in Nairobi? How is that possible? Now, as mentioned, I'm 7 years there. They come back and say that's the best location ever you can have, because you are daily confronted exactly with those problems in the world which will urge you to change technology and behavior if we want to have a peaceful world. We are confronted in a city where at least 60% of the people are living in slums and living conditions we cannot even imagine. And I'm very sure that the peace policy in the future will be the way how we can bridge the gap between the rich and the poor, how we can make sustainable development not only a word but a reality. This is a peace policy in the future. The disarmament instruments in the future is a question whether we can develop technologies to use water better, to make life cycle economies a reality, to close again the cycles, to go out of this throwaway society, to make a circular economy a reality. And this is not the luxurious problem of the well-off in this world. We just had the chance in our governing council to listen to the vice premier of China, who is aware that if they go on in the way to subsidize their economic development by overusing the environment capital, they go to nowhere. They can only realize their target of a for-China policy of quadrupling the GNP of this country of 1.3 billion people if they are changing consumption and production pattern. And here, I'm on the right place here in this university. The best and the most important capital we have is a human capital. Are the brains of the young people who are sitting together and having the research for a new solution for the problems in the future. How can we make this disarmament policy or better use of water, of the better use of the building blocks of nature integrated in the solution of our world? And to do it in a way, ladies and gentlemen, that we are aware of our responsibility. It was the great philosopher Hans Jonas, a Jewish thinker from Germany who left my country in those dark days, was in the United States and came back later, who wrote this wonderful book of the principle of responsibility as the new ethics for the technical society. The question how to handle this new knowledge, how to handle our wisdom on the construction block of life in a responsible way that goes hand in hand with the use of the brains of our young people. And I want to stimulate you all to combine the both. Yes, it was the philosopher Bloch who asked for the principle of hope. In our times, we have to add it with the principle of responsibility. We have to ask how we link
our knowledge with action. We have to find solutions that our action of today are not the burden for coming generations. When I grew up, in those days, the leitmotif for all our young people was this book, this famous book of the Club of Rome, The Limits of Growth. I learned in the meantime, we cannot stick to the limits of growth. What we have to do is to come to a growth of the limits, but in a way that is responsible for coming generation and for those living far away from us. This is the consequence of our better knowledge. And please, don't forget, and if you read it and see it again, remember what your great poet Dürrenmatt once mentioned in his play of the physicians. How do we handle knowledge? How do we handle it responsible in a precautionary way so that we can benefit also for the future? I thank you so much for this honor. Merci encore à Klaus Topfer d'être venu nous rejoindre aujourd'hui pour cette magistrale 2005. Klaus Topfer, Odile Jacob, nous avons eu des orateurs extraordinaires. Branch, tu es un des comédiens du spectacle qui partira avec les robots. Toi, côté discours, à part dire stop une fois, c'est nettement moins bon, il faut le dire. Par contre, ici, tu as un décor extraordinaire. C'est un décor vraiment étonnant. Et si j'ai bien compris, ça va être vraiment le décor dans lequel se jouera la pièce de théâtre qui va tourner mondialement. Alors, on a vu un premier robot, c'est un robot serviteur. Finalement, c'est un robot classique qui en faisait un petit peu à sa tête, hein, qui a peut-être créé une rupture avec un futur être espéré. Il y a aussi dans la pièce un animal de compagnie. Pour l'instant, on ne sait pas où il est parti dans le pré, mais on espère le retrouver prochainement. Mais est-ce que... Donc l'animal de compagnie, lui, il a un peu plus d'autonomie déjà. Maintenant, est-ce qu'on peut aller encore plus loin dans le rapport trouble entre l'homme et le robot? Est-ce que tu as le secret peut-être encore d'un autre robot qui se trouverait ici?
Voilà, vous avez devant vous les 3 robots. Le 3e, on l'a retrouvé. Il était fini par faire une promenade, il était devenu manquait un peu de docilité. Voilà, Branch, là, vous avez finalement réussi à retrouver la fameuse danseuse qui était ici. Voici les 3 robots donc, qui seront présentés dans le spectacle robot qui débutera fin mai. Je vous propose de faire venir, il y a eu un problème avec le robot animal de compagnie, faire venir les 3 informaticiens qui sont derrière et qui ont travaillé depuis ces 72 dernières heures quasiment sans dormir. Venez nous rejoindre. Roland Philipsen, Rolf Jordi, Björn Jensen. On vous applaudit quand même. Il y a un robot qui n'est pas parti, mais c'était quand même une sacrée performance. C'est une expérience que nous avons vécue ensemble. Alors, le robot chien, qu'est-ce qu'il a? Il ne fait pas ce qu'on veut. Pas vraiment, non. Quelques petits problèmes. Vous avez travaillé tard hier soir. On n'a pas dormi. Et puis, Branch, alors, vous avez bien connu l'attente pendant ces derniers jours. Hein? Il ne veut pas parler, c'est une catastrophe. Voilà, je vais convoquer aussi ici sur scène le metteur en scène de la future pièce, parce qu'évidemment, ce n'est pas la pièce que vous avez vue aujourd'hui, c'est quelques sketchs qui ont été montés spécialement pour ce jour. Christian Denisard, alors encore 1 mois et demi avant que la pièce démarre. C'est un travail de longue collaboration, confiant pour dans 1 mois et demi? Oui, tout à fait. Là, ils étaient un peu fatigués, ils ont travaillé toute la nuit, ces machines, et puis je pense qu'ils ont fait vraiment un travail incroyable et je les considère comme des pionniers. Et ce qui arrive parfois, comme c'est arrivé ce matin, c'est le sort de tous les pionniers. Voilà, j'aimerais aussi faire venir Cisco Aznar, s'il est là, le chorégraphe du spectacle, Lee Madford, le compositeur. Venez sur scène. J'aimerais aussi remercier les musiciens. Il y a Gilles Abravanel au violon, Daniel Perrin, bandoneon, Philippe Ehinger, clarinette, Jocelyne Rudazigua, voilà, j'avais dit que je n'allais pas estropier le nom, je l'ai quand même fait. Il y a Ignacio Lamas à la batterie, et puis Grégoire Gull à la batterie et Ignacio Lamas à la guitare. Merci à vous d'être venus. Je souhaite aussi convier sur scène Luc Bergeron, puisque c'est lui le designer de l'ECAL qui a travaillé sur ce projet. Est-ce que Luc, tu es dans les environs? Puis c'est aussi une rencontre entre l'EPFL et l'ECAL, comme il y en a d'autres. Merci aussi à Pierre Keller et son école de jouer le jeu, il est avec nous. Alors, Luc, peut-être une question. Là, on travaille avec la robotique et l'EPFL. On travaille aussi avec cet automatier de Sainte-Croix qui est malheureusement pas avec nous, François Junot. C'est une rencontre quand même assez étonnante. Assez étonnante en fait parce que c'est, disons, un travail un peu particulier pour le design. Et puis là, en l'occurrence, sur la danseuse, comme le metteur en scène voulait quelque chose de particulièrement, disons, avec beaucoup d'émotion. Donc l'automatier Junot, là, fait un travail assez exceptionnel, quoi. Oui, je la vois. Depuis derrière, elle a un look un peu plus technologique que depuis devant. Hein. C'est assez étonnant. Je ne sais pas si les robots resteront sur scène, si les gens pourront juste les regarder par la suite. Merci aussi à Blue Botics, donc, qui va travailler d'arrache-pied ces prochaines semaines pour que le spectacle soit prêt. Je vous rappelle, les premières, 21 et 22 mai, ce sera à Yverdon. 24 et 25 mai, si je ne me trompe pas, à la salle Métropole, à Lausanne. Alors, on se réjouit de vous voir à cette première. Ce sera une nouvelle expérience, une nouvelle aventure à laquelle l'EPFL est liée. Merci encore Lumière, Stage Light, le clip de l'EPFL. Les réalisateurs sont avec nous, sont les gens de Sapristi Productions. C'était réalisé avec le concours du service audiovisuel de l'EPFL. Dominique Gélin pour le son. Merci aussi à tous les collaborateurs de l'EPFL qui ont travaillé d'arrache-pied pour cette magistrale. Il y a beaucoup de gens qui viennent le week-end, qui sont préparés avant, qui ont travaillé pour ce succès-là. Et puis j'aimerais encore aussi en dernier lieu faire venir Carole Cohen qui me dit non, mais oui, mais c'est elle qui se bat pour que tout fonctionne, qui nous court après durant les semaines qui précèdent la magistrale. Merci beaucoup à Carole Cohen.
Il veut pas, hein. Non, aujourd'hui, il veut pas. C'est comme ça, les animaux. Hein. Il apprendra à donner la roue, pas la patte, parce qu'il aura un peu de peine. Voilà, pour les diplômés, enfin les masterisés, comme je disais, on va trouver un terme, hein. Vous allez poursuivre, puisque vous allez recevoir votre master. Vous avez des couleurs qui vous ont indiqué, vous allez les recevoir par section, donc suivez bien les couleurs. J'ai vu qu'il y avait des bus qui étaient organisés pour vous amener aux auditoires. Nous sommes beaucoup, donc on va utiliser tous les auditoires. Notez juste que la section informatique, les sections informatiques et systèmes de communication vont rester ici. Et puis pour nos invités, ceux qui malheureusement ne reçoivent pas de diplôme, on les convie quand même un apéritif qui se déroulera juste à côté, au centre de recherche en physique des plasmas, tout près de notre réacteur de fusion nucléaire expérimental. Merci beaucoup à vous d'être venus et on espère vous voir tout bientôt, nous voir à la PFL, pour la magistrale ou pour d'autres événements.